plaisir de vous présenter les actualités en 2017 ou en fait en 2016-2017 des arthrites juvéniles idiopathiques. Donc nous allons adopter les plans suivants. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec ce travail. Et donc comme objectif pédagogique, donc on va voir la définition et la nomenclature, donc surtout tout ce qui est actualité, elle est complètement en cours de modification, la nomenclature d'Edmonton dans les AGI, les avancées récentes dans la forme systémique d'AGI, il y a eu de très grandes avancées, et puis les avancées dans les évaluations des AGI, pour terminer avec les actualités dans la forme systémique et dans la forme non systémique et l'uvéite. Et donc on va diviser notre travail en tout ce qui est efficacité, tolérance dans les études cliniques, mais aussi dans les données de registre. Donc on commence par la définition, la définition des AGI. Alors classiquement, les AGI sont définis comme étant un groupe très hétérogène de pathologies inflammatoire chronique de l'enfant et de l'adolescent qui commence avant 16 ans avec une arthrite qui normalement doit évoluer au moins pendant 6 semaines après avoir éliminé tout ce qui est surtout infection, cancer et les autres diagnostics différentiels, surtout les vascularites qui sont fréquentes au bas âge, les infections, les arthrites réactionnelles, les maladies auto-inflammatoires et les maladies monogéniques où il y a une part de déficit immunitaire et d'auto-inflammation, surtout les interféronopathies. Alors, donc, pour les sous-types d'AGI, comme vous le savez, donc ça c'est une diapo très ancienne de Madame Prieur, donc les études du centre de Necker. Donc, qui montre que la forme la plus fréquente reste la forme polyarticulaire, que ce soit la persistante ou l'étendue de 50%, suivie par la forme polyarticulaire, puis la forme systémique, et puis les arthrites indifférenciées, donc, qui restent aussi fréquentes. Alors, schématiquement, tous les experts du domaine s'accordent pour dire qu'il y a schématiquement 2 âges avec un cut-off de 6 à 7 ans. Moins de 6 ans, donc on a une prédominance de forme systémique généralement à partir de 2 ans, et la forme oligoarthrite ou polyarthrite, séronégatif pour le facteur rhumatoïde, mais surtout séropositif pour les FAN, le facteur antinucléaire. Et cette fréquence de facteurs antinucléaires, ça a été démontré, elle est très corrélée à l'uvéite à œil blanc. Donc c'est une uvéite qui est complètement asymptomatique. Il ne faut pas s'attendre à un œil rouge douloureux avec baisse de l'acuité visuelle comme l'adulte. Donc c'est un œil blanc, donc asymptomatique. Et donc c'est la société européenne d'ophtalmologie donc insiste sur le fait qu'il faut un contrôle à la lampe à fond tous les 3 mois pendant 5 ans avant de dire que l'enfant est sorti de l'auberge des uvéites. Et puis vous avez des AGI des grands enfants, donc plus de 8 ans. C'est généralement les formes systémiques à début tardif, les oligoarthrites des spondylarthrites, donc les arthrites avec anthésite, les polyarthrites rhumatoïdes, ou plutôt les formes avec facteur rhumatoïde et les ACPA. Les ACPA sont très rares chez l'enfant, il faut le dire, ce n'est pas comme la sujet adulte, donc c'est plus le facteur rhumatoïde que les ACPA. Et puis les polyarthrites séronégatifs et les polyarthrites sèches, donc ils doivent faire éliminer d'autres diagnostics différentiels. Alors, la classification donc, a beaucoup de limites. D'abord, donc, il y a un certain retard diagnostique, surtout dans la forme systémique. Donc, il y a aussi des formes qui sont très hétérogènes et pour lesquelles on n'arrive pas à les catégoriser. Et donc, c'est pour ça donc, plusieurs auteurs et experts dans le monde donc, se disent qu'il faut revoir ces classifications. Effectivement, ils sont en train d'être revus complètement. Et donc, on a 3 points importants. Donc, 3 formes à rapprocher des formes équivalentes de l'adulte, et ce sont la forme systémique ou la maladie de Still, qui est dite maladie de Still à début juvénile, les formes polyarticulaires avec facteur rhumatoïde qui sont complètement similaires à la PR de l'adulte, et donc qui sont dites PR à début juvénile, et l'anthésite en rapport avec l'arthrite qui ressemble parfaitement à la spondylarthrite. Pas parfaitement, non, l'arthrite en rapport avec l'anthésite ou la lanthésite en rapport avec l'arthrite, c'est plus une atteinte périphérique
contrairement à la spondylarthrite de l'adulte où on a plus d'atteinte axiale, mais aussi d'atteinte périphérique. Dans la spondylarthrite juvénile, on a beaucoup d'anthésite et d'arthrite. Rarement d'atteinte axiale et généralement, elle est très tardive. Alors, deuxième point important, c'est qu'on arrive maintenant à différencier un groupe d'enfants avec forme oligo-articulaire et polyarticulaire, facteur rhumatoïde négatif, qui débutent spécifiquement avant 6 ans. Et ces enfants-là ont généralement un facteur antinucléaire qui est positif. Et ce facteur antinucléaire est positif et donc démontré est très lié au risque du VIH à œil blanc. Donc, c'est un seul groupe, en fait, oligo- ou polyarticulaire facteur rhumatoïde négatif, donc avec FAN positif, c'est un seul groupe et c'est surtout un début très précoce. Et puis, on a un groupe qui est très hétérogène, donc on n'arrive pas à les grouper, très difficile à étudier. Donc, ce sont la polyarthrite séronégative, l'AGI pso et les AGI indifférenciés. Alors déjà, Alberto Martini disait en 2010 qu'il y a quelque chose qui cloche dans ces polyarthrites séronégatives et donc il y a plusieurs groupes, au moins 2 groupes à différencier. Alors, il y a la polyarthrite séronégative qui ressemble à la PR séronégative de l'adulte, avec un début vers l'âge scolaire et des FAN séronégatifs, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, les FAN positifs avant 6 ans. Et donc une forme qui ressemble à l'oligo-articulaire et qui suggère une origine probable, mais la différence avec l'oligo-articulaire, c'est qu'on a plutôt une atteinte asymétrique et étendue. Alors il y a aussi le rhumatisme psoriasique, là aussi il y a au moins 2 groupes. Alors, il y a le groupe qui est similaire à l'arthrite et anthésite, donc on le stadifie comme un rhumatisme pso de l'adulte. Et il y a la forme similaire à l'oligoarthrite avec FAN positif, mais avec quelques différences. C'est l'atteinte fréquente des IPD et puis les FAN qui sont négatifs dans cette forme. Et puis, il y a aussi les rhumatismes pso polyarticulaires avec des ACPA positifs. Là aussi, on a beaucoup de mal à les classer d'une manière précise. Et donc, est venu en 2016 au congrès de presse Alberto Martini qui vient présenter et proposer une nouvelle classification où on a 3 catégories, comme j'ai dit, la style à début pédiatrique, la PR à début pédiatrique et les spondylarthrites à début juvénile. Et ces 3 entités, donc vous allez voir, c'est la même physiopathologie, ça sera la même approche thérapeutique et la même approche de suivi et de stratégie thérapeutique. Et puis, on a une entité véritablement pédiatrique avant 6 ans, qui concerne les formes oligo- et polyarticulaires avec FAN positif, avec risque très important du VIH. Et puis, vous avez ces AGI indifférenciés qui vont rester sur les critères. Le PSO va fort probablement disparaître des critères parce que c'est très hétérogène et compliqué. Et puis, c'est exceptionnel, c'est très rare. Et puis, donc, on verra s'élargir les diagnostics différentiels. Alors, deuxième objectif pédagogique, parler des avancées récentes dans la forme systémique. Donc, c'est la forme qui sollicite le plus d'études et le plus d'avancées. Donc, on va voir les avancées génétiques, les avancées physiopathologiques, puis des biomarqueurs et les critères diagnostiques qui sont aussi en train d'être revus. Alors, donc, vous le savez, donc, il y a des critères, il y a plusieurs critères de maladie de Steele, mais généralement, donc, tous les critères s'accordent sur comme critère obligatoire la fièvre, l'arthrite, et puis on a le rash hectique concomitant avec la fièvre et le syndrome prolifératif, ou plutôt l'organomégalie avec l'hépatosplénomégalie et la cérite. Alors, il y a aussi 3 profils évolutifs à connaître et vous le connaissez déjà. Donc, il y a la forme monophasique, c'est-à-dire qu'on a au début une seule phase qui est très, très inflammatoire, et puis tout rentre dans l'ordre. Le malade se met spontanément, pas spontanément sous traitement, mais se met en rémission juste après. Donc, il n'y a plus de poussée après. Et puis, vous avez la forme avec poussée-rémission, donc avec plusieurs poussées très inflammatoires et des phases de rémission entre les poussées. Et puis, vous avez la forme qui est la plus fréquente et la plus sévère, qui est
donc la forme persistante. Et donc là, on verra au début un profil auto-inflammatoire, puis après, il va y avoir une atteinte articulaire qui va être très destructrice, comme pour la polyarthrite rhumatoïde. Alors, sur le plan physiopathologique, donc c'est connu. Alors, dans la maladie de Still, c'est une maladie de l'inflammasome. Donc, où on a donc une immunité innée qui est déstabilisée avec une sécrétion accrue d'IL-1, d'IL-6 et surtout d'IL-18. Ces cytokines donc, vont entraîner une anomalie de régulation de l'immunité innée, en particulier des NK. Et donc, ceci va entraîner une diminution de leur activité cytotoxique et une diminution de leur nombre. Et donc, il va y avoir également une sécrétion de cytokines spécifiques, donc l'interféron gamma. Donc, nous allons voir tout à l'heure, ça fera l'objet d'études, surtout dans le syndrome d'activation macrophagique et les formes qui sont très inflammatoires. Et puis, on a l'IL-2 qui va expliquer l'organomégalie. Il y a aussi des normes avancées dans la génétique. Donc là, vous avez une méta-analyse sur plusieurs études génétiques faites en Europe et aux États-Unis, donc qui montrent que la génétique ou les locus de gènes de la maladie de Still pédiatrique sont très différents et complètement différents des autres formes. Ils se localisent tous sur le bras court du chromosome 1. Alors cette génétique, donc ce qui est spectaculaire, c'est qu'elle est capable d'être modifiée par les thérapeutiques, les biothérapies, en particulier le canakinumab que nous allons voir, qui est le seul biologique anti-IL-1 qui a l'AMM. Alors ce biologique est capable de modifier très précocement, dès le 3e jour, le profil génétique et donc les protéines inflammatoires, l'IL-6 surtout, l'IL-1 et l'IL-18 un peu plus tardivement. Et donc, il y a de nouveaux concepts dans la maladie de Still à début juvénile. Donc, premièrement, donc, on a 2 sous-groupes qui se dégagent et donc de prise en charge complètement différentes. On a le sous-groupe IL-18 prédominant et le sous-groupe IL-6 prédominant. Alors, le sous-groupe IL-18 prédominant, on a une signature interféron gamma qui est plus importante. Ces enfants vont avoir une ferritine très élevée. Ce n'est pas comme l'adulte. La ferritine, généralement, elle n'est pas très élevée chez l'enfant. Elle est normale, voire 1,5 fois, 2 fois la normale, mais pas très élevée. Quand elle est très élevée, il faut craindre le syndrome d'activation macrophagique. Il y a une hyperleucocytose et beaucoup de signes systémiques, beaucoup d'inflammation systémique. Et le SAM, le syndrome d'activation macrophagique, est très fréquent. Ce groupe-là répond très bien à l'IL-1, surtout à la phase précoce. En contrepartie, on a le groupe IL-6 prédominant qui ont une signature prédominante en IL-6 et TNF. Ils ont une polyarthrite plus prédominante, plutôt forme articulaire que systémique, un SAM qui est peu fréquent et généralement cette forme répond plus aux aussi qu'aux anti-IL-1. Donc ceci a donc un impact thérapeutique dans le choix de la thérapeutique initiale. S'ajoute à ça aussi ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité, qui dit que plus on instaure une biothérapie à la phase précoce durant les 2 premières semaines, plus on a cette possibilité d'agir sur la génétique et l'expression de la génétique de l'inflammasome et donc de pouvoir mettre l'immunité innée donc en régulation normale et avant de voir apparaître l'immunité adaptative qui, elle, va aboutir à la destruction articulaire. Donc, fenêtre d'opportunité ici est intéressante et donc c'est d'où l'importance de faire un diagnostic précoce et un traitement précoce. Il y a aussi certains papiers sur l'importance des biomarqueurs. La ferritine glycosylée n'a pas de place ou très peu de place. En tout cas, les revues de la littérature et les méta-analyses ne montrent pas de place pour la ferritine glycosylée. Ce n'est pas comme l'adulte. C'est surtout la protéine S100 et l'hémoxygénase qui sort parmi des centaines de biomarqueurs. S'ajoute à ça la calprotectine sérique. Pas la fécale c'est plus les Mickey. La calprotectine sérique, donc c'est une étude belge multicentrique qui était communiquée à l'ACER 2016, où il parlait d'une possibilité de 4 fois plus
de poser un diagnostic par rapport au contrôle. Elle annonce la rechute. Elle est très corrélée à l'activité de la maladie. Et donc, ça pourrait être un marqueur aussi intéressant dans la GI. Et donc, on voit aussi, toujours, Alberto Martini, c'est un monsieur qui travaille beaucoup sur la GI. C'est un Italien. Et donc, qui nous annonce aussi la possibilité de changer les critères, donc où l'arthrite ne serait plus un critère diagnostique, on va probablement faire baisser le cut-off de diagnostic de 6 semaines à 2-3 semaines. Et surtout, le piège, c'est de pouvoir poser des diagnostics par excès, et des fois, on peut passer à côté de certains diagnostics différentiels, surtout les infections, les maladies monogéniques. Donc, il faut vraiment être très vigilant et ne pas hésiter à céder de biomarqueurs et de personnes qui s'y connaissent bien dans le domaine. Et donc, aucune proposition ne va intégrer les biomarqueurs. Et donc, tout cela, c'est pour solliciter l'intérêt des biologiques, surtout à la phase de début. On a dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité, qu'il faut la saisir pour pouvoir réguler, basculer l'immunité d'une manière correcte. Donc là, on passe aux avancées dans l'évaluation des AGI. Alors, donc, pour l'évaluation des arthrites juvéniles idiopathiques, il n'y a pas eu de grandes avancées. Donc, on sait que pour l'activité, donc, on a les critères qu'on utilise dans les essais cliniques et le registre. Donc, vous avez la CRPD 30, 50, 70 et 90 avec les différents critères que vous connaissez. Mais ça, ce n'est pas utilisé en pratique. C'est comme la CR, c'est surtout les essais, les registres. Ce qui est utilisé en pratique, c'est le JADAS, avec ses différentes composantes, l'EVA global médecin, l'EVA global patient ou parent, si l'enfant ne peut pas coopérer, l'indice d'articulation active. Alors, chez l'enfant, ce n'est pas comme l'adulte, où on a l'indice d'articulation douloureuse, l'indice d'articulation synovitique. Chez l'enfant, c'est indice d'articulation active tout court, parce que c'est très difficile pour les tout petits de pouvoir dire est-ce que les articulations sont douloureuses ou pas. Et puis les synovites, c'est très difficile à mettre en évidence, même dans les mains des gens les plus expérimentés. Alors, donc, on dira plutôt articulation active. Et puis, vous avez la VS, mais les critères qui paraissent les plus durs et les plus costauds en matière de cut-off de rémission et d'activité, ce sont les critères de Wallace, qui sont valables pour la forme oligo-polyarticulaire et systémique. Alors, le JADA, c'est uniquement polyarticulaire et oligo-articulaire. Donc là, je vois que ça ne sort pas très bien, mais c'est juste pour dire que le JADA, c'est très facile à calculer. On prend l'EVA global du patient, du médecin, et puis et puis, donc, vous avez la VS, et la VS, c'est la VS ou la CRP. Donc, il faut la normaliser. Donc, il faut la transformer en une mesure de 0 à 10. Donc, il y a cette mesure de normalisation. Et puis, vous avez l'indice d'articulation active qui va varier selon ce qu'on utilise, le JADAS 10, 70 ou 27. Alors, donc, comme on a dit, il y a le Wallace, donc les critères de Wallace qui ont l'avantage d'être très rigoureux. Ils sont les plus durs et l'avantage, c'est qu'ils incluent aussi la forme systémique. Et donc là, déjà, donc on a une idée sur donc on peut catégoriser les patients en rémission clinique, donc maladie cliniquement inactive, et en maladie en faible activité. Alors, selon qu'on utilise les critères de Wallace, les critères d'ACR, de JADAS avec VS ou de JADAS clinique. Donc, il y a des cut-offs qui sont utilisés et donc c'est connu et ça vient d'être publié. Alors, quid de l'imagerie? Est-ce qu'il y a des avancées en matière d'imagerie? Donc, ce qui est sûr, et selon les recommandations de l'ART presse qui ont été publiées en 2015, c'est que l'imagerie trouve sa place, quel que soit le stade de la maladie,
À baseline, donc, il faudrait avoir une idée sur l'activité de la maladie, sur les dommages structuraux et le pronostic, et aussi avoir une idée sur l'atteinte des articulations profondes. Il faut avoir aussi, ou plutôt c'est souhaitable d'être aidé par l'imagerie quand on suit les AGI, surtout sous biologique. Et pour déclarer la rémission, il est important aussi de s'aider de la biologie parce que vous allez voir dans les essais cliniques ou les registres, le 1/4 uniquement des patients sont mis en rémission. Le reste, c'est soit faible activité, soit maladie toujours active. Et donc, ce qui est tout récemment mis en évidence, c'est surtout la définition de l'anthésite, avec des papiers et des communications très intéressantes dans l'anthésite, qui était très difficile à identifier, et à suivre et à normaliser dans l'AGI. Alors, le LARPRESS, donc, c'est toujours ce qu'on a dit, donc intérêt à la phase de début pour le diagnostic, pour les dommages structuraux, dans le suivi et aussi dans la rémission. Donc, l'imagerie trouve toujours sa place, que ce soit l'écho ou l'IRM. Donc, en plus de ça, donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, le CHAQ toujours est de mise. Le JAMAR et le PROMIS, ce sont des outils d'évaluation de la qualité de vie et de la fonction, mais avec une version parents et enfants. Et puis, la sévérité, avec des critères qui sont déjà connus, que la forme polyarticulaire, la destruction précoce, la coxite et puis la corticodépendance. Donc, on arrive aux actualités thérapeutiques. Donc, on va voir la forme systémique. Alors, donc, pour la forme systémique, donc, on a dit qu'il y a déjà l'AMM du canakinumab et de la TOSI, du TOSI, pardon. Et puis, on a 2 essais qui sont en cours, le TOSI sous-cutané, le sarulimab, et l'anti-interféron gamma, qui probablement, donc, dans l'avenir très proche, on verra un essai dans le SAM, et probablement aussi une extension pour les formes prédominantes, IL-18. Alors, on a rapidement les 2 essais qui ont abouti à la MM du canakinumab dans la GI style. Donc, on a un premier essai canakinumab versus placebo, puis canakinumab en ouvert, puis randomisation en canakinumab toujours, puis placebo. Donc, les 2 essais ont montré des résultats spectaculaires sur les différents critères ACR. Et donc, c'est ce qui a valu l'AMM pour le canakinumab. Alors, l'anakinra, c'est le premier IL-1 qui a été utilisé. Il est très anciennement utilisé, mais donc il a été surpassé rapidement par le canakinumab, qui a l'avantage d'une injection mensuelle. Contrairement à l'anakinra, on a une injection journalière quotidienne, qui est très contraignante pour les petits enfants et même pour les grands. Et puis le rilonacept, donc il n'a pas encore l'AMM. Alors le TOSI, donc aussi, il y a plusieurs études qui ont abouti à son AMM chez l'enfant. Et puis vous avez les 2 essais qui sont en cours. Alors il y a une méta-analyse, plusieurs études qui sont publiées avec les résultats du TOSI et qui montrent une efficacité, quels que soient les critères ACR, surtout les critères 50 et 70, avec des résultats très intéressants, quelle que soit l'étude, et puis un profil de tolérance qui reste acceptable, à part certains cas d'infection et d'hépatite et de dyslipidémie. Alors, quid du syndrome d'activation macrophagique? Donc, le syndrome d'activation macrophagique, donc là aussi, il y a beaucoup d'avancées. Il y a surtout la définition du SAM. Donc les nouvelles, j'ai pas mis ici les critères EULAR pour la classification du SAM qui vient d'être révisé en 2016. Et donc là, on peut dire que c'est une entité qui est fréquente dans la forme de style, surtout qu'on a dit les formes très auto-inflammatoires avec des ferritines très élevées. Alors ce qui sort dans les critères, c'est la ferritine. C'est ce qui sort le plus comme critère prédictif de SAM, suivi par la thrombocytose. Alors, il y a eu plusieurs cas anti-IL1 et de TOSI efficaces dans le SAM. Et puis, très prochainement, on verra l'anti-interféron gamma dans cette situation.
Alors, donc, arrivé à ce stade, on peut dire que les recommandations de l'ACR qui sont anciennes, qui datent de 2013, alors certes, ils restent d'actualité pour certains points, mais ils sont largement dépassés par tout ce qui est nouveau concept de la maladie de Still, en particulier la fenêtre d'opportunité, le diagnostic précoce, etc. Donc, mais il reste toujours valable, donc avec toujours la prise en charge aux plusieurs étapes. Alors déjà, les Américains utilisaient l'anakinra avant l'AMM du FDA, du canakinumab qui venait un peu plus tard, et qui utiliser les trois en même temps, donc soit ANS, soit cortico, soit anakinra. Et donc l'évaluation ne se fait qu'au bout d'un mois. Et donc c'est très tard, c'est trop tard si on veut espérer une rémission rapide et prolongée. Et donc là, ensuite, s'il n'y a pas d'efficace de l'un ou de l'autre, donc on passe à un deuxième palier d'anti-IL1 et puis de Toci ou d'abatacept. Alors il n'y a pas eu de... Il y a eu pas mal d'études ou de revues de la littérature sur est-ce qu'on démarre par le Toci ou l'IL1 qui est le plus efficace. Les deux ont le même profil d'efficacité. Donc que l'on démarre par Toci ou IL1, si on a la possibilité du canakinumab, c'est intéressant toujours. Alors donc on attaque la partie des formes non systémiques et l'uvéite. Donc on a déjà une AMM pour l'AJ polyarticulaire et oligoarticulaire étendue pour les plusieurs anti-TNF, l'étanercept et l'ADA, et donc le tocilizumab aussi dès 2 ans, et l'abatacept à partir de 16 ans. Donc c'est une forme qui est certes moins fréquente que la maladie de Still, mais elle est plus étudiée parce que les études des AJI, surtout dans cette indication, ils ont pris comme référence la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte, ils ont copié rapidement sur l'enfant et c'est ce qui a permis de gagner rapidement dans les AMM et dans les études. Alors, il y a des essais sur le golimumab et le Certo, et puis Toci et sarulimab en sous-cutané qui sont en cours. Et puis l'abatacept en sous-cutané qui a été publié, ou plutôt communiqué à l'EULAR 2016, avec une concentration sérique qui est obtenue, qui est correcte, qui est comparable à celle de l'abatacept intraveineux. Donc des effets indésirables qui restent acceptables et comparables à la voie intraveineuse et une efficacité comparable. Alors il y a d'autres médicaments sur lesquels je vais passer parce qu'il n'y a pas de véritable essai clinique de bonne qualité. Il y a certaines séries de cas pour l'infliximab, pour le rituximab et pour le tofacitinib, mais il n'y a pas encore d'AMM. Et puis, donc, on a cette méta-analyse qui est intéressante, alors, qui compare les différentes biothérapies qui ont l'AMM dans l'AJI, donc le Toci, l'étanercept, l'adalimumab et l'abatacept. Alors, dans cette méta-analyse, alors il y a les auteurs ont différencié les études ou les essais cliniques qui permettent l'utilisation ou qui autorisent l'utilisation du méthotrexate comme traitement d'association. Ils ont trouvé que quel que soit le biologique, l'atteinte des objectifs en matière d'efficacité, que ce soit la CR30, la CR50, la CR70 ou 90, est semblable, elle est complètement similaire. De même que pour les études qui utilisent le méthotrexate en association, c'est la même chose, le profil d'efficacité reste comparable. Donc il n'y a pas de supériorité d'un biologique par rapport à l'autre. La même chose pour les effets secondaires, avec un petit plus d'effets secondaires dans le versant tocilizumab. Et donc, les critères, ou plutôt la stratégie abordée par l'ACR en 2011 déjà reste toujours valable. Donc, passer d'abord par la case méthotrexate avec ou sans corticothérapie. Si ça ne marche pas, anti-TNF-alpha. Si ça ne marche pas, un deuxième anti-TNF-alpha ou abatacept. Alors en 2011, on n'avait pas encore l'AMM du Toci, mais moi j'ai rajouté le Toci, donc pourquoi pas le Toci au même plan que le TNF et l'abatacept, puisqu'on n'a pas l'abatacept au Maroc. Alors,
Dans les formes pédiatriques, il y a eu aussi des études de stratégie dans les formes précoces. Alors, il y a eu des études anciennes, donc c'est l'étude acute et treat dans la JI précoce. Acute, c'est pour l'infliximab et treat aussi pour l'infliximab, qui disait déjà, comme pour l'adulte, que plus on tape fort, plus on a la probabilité de mettre les malades en rémission, comme la stratégie BEST de l'adulte. Alors, il y a aussi tout récemment donc l'étude BEST for Kids Study. Donc, c'est la même chose que pour l'étude BEST, avec 3 bras, un bras monothérapie séquentielle, un bras combo méthotrexate prédnisolone, et puis un bras combinaison métho avec étanercept. Ils ont randomisé sur 3 mois. Alors, ce qui sort de cette étude, c'est que donc, le bras méthotrexate étanercept, donc on a à 3 mois donc, une amélioration du JADAS-10 et donc, de l'activité surtout évaluée à 3 mois par donc, le JADAS-10, mais aussi de l'ACR70. C'est une très bonne chose donc, pour l'ACR70, donc c'est intéressant. Donc, à retenir comme stratégie donc le fait de taper fort quand on a des formes polyarticulaires qui donnent un profil de forme sévère. Et puis la forme oligo-articulaire, il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux, sauf cette étude randomisée très intéressante qui a été publiée au Lancet tout récemment, au mois d'avril. Alors c'est une étude qui avait pour objectif de comparer les enfants qui recevaient des injections intra-articulaires de corticoïdes versus intra-articulaires de corticoïdes plus méthotrexate. Autrement, est-ce que le fait de rajouter le métho va améliorer l'efficacité du métho et améliorer la rémission et le maintien de la rémission à 1 an? Alors, donc l'étude était négative, donc il n'y a pas eu... Alors là, c'est un tableau qui montre que les critères d'inclusion étaient pareils pour les 2 groupes. Et à 3 mois et à 1 an, donc on n'a pas objectivé d'amélioration significative, sauf pour le coude et le poignet, où on a eu une amélioration sous traitement, mais sinon pour l'amélioration globale, tous sites confondus, alors le résultat était négatif. C'est-à-dire que le fait de rajouter le métho ne fait que rajouter des effets secondaires dans cette forme oligo-articulaire. Et donc, les critères d'ACR restent toujours de mise sans cette possibilité d'associer un traitement de fond. Ce n'est pas comme l'adulte qui ne va pas faire gagner beaucoup de choses, mais ça reste à confirmer par d'autres essais. Alors, quid de la forme psoriasique et l'anthésite avec arthrite? Donc, il y a 2 essais là, donc, de biologique. L'étanercept à 2 ans, dans la forme arthrite et anthésite, l'oligo-articulaire étendu et le pso, qui était très positif. Et puis, on a l'essai randomisé double aveugle contre placebo de l'adalimumab, qui était aussi très positif et qui ont valu l'AMM dans l'anthésite avec AGI, de l'étanercept et de l'adalimumab dans cette indication. Alors, dans les uvéites, il y a aussi du nouveau. Donc, pour répondre à la question de Mme Abbassi, alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet préventif du métho qui a été suggéré et démontré par les études, effet préventif de l'ADA et de l'abatacept, mais surtout effet curatif qui a été documenté pour l'ADA, en tout cas, et des effets potentiels pour les autres biologiques. Alors ça, c'est le registre CARA, c'est le registre américano-canadien, qui, je suis désolée, donc ça ne se voit pas très bien, mais en tout cas, ce qui sort de ce registre, c'est que les anticorps antinucléaires étaient très corrélés à la survenue de l'évéite et aussi la survenue de complications. Alors, le registre allemand qui suggère déjà en 2016 qu'il y a un effet toujours qui est toujours valable du méthotrexate à visée préventive quand on compare les bras métaux seuls versus bras métaux étanercept, il y a moins d'uvéites sous métaux seuls
Et puis, dans l'uvéite constitué, il y a les données de registre et les petites séries qui montrent qu'il y a un effet important. Et puis, il y a cette étude qui a été communiquée à l'EULAR ACR et rapidement, on voit le papier qui sort parce que les résultats étaient tellement spectaculaires. Ils ont dû arrêter les inclusions qui s'étaient prévues à 114, ils ont arrêté à 90. Et donc, on a rapidement le papier qui sort avec des résultats intéressants. Donc, on verra probablement l'AMM de l'ADA dans l'uvéite. Il y a aussi l'étude française adjuvite qui montre des résultats pareils dans l'uvéite réfractaire. Et puis on arrive aux données des registres, ça sera plus rapide. Alors, il y a globalement 3 registres qui font parler d'eux ces dernières années, ou plutôt 2016-2007. Il y a le registre allemand, Baker, le registre américain et le registre britannique. Alors, le registre Baker, il donne beaucoup d'informations sur l'efficacité. Alors l'efficacité, quel que soit le biologique utilisé, ça c'est les formes non systémiques, donc quel que soit le biologique utilisé, l'efficacité est pareil, de même que l'obtention de la rémission et le faible niveau d'activité, il est pareil dans ces registres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la compliance paraît plus intéressante pour le TOSI versus ETA et adalimumab. L'ADA est le moins intéressant en matière de compliance à 2 ans et à 4 ans. Et puis, une tendance un petit peu d'infection dans le bras ETA. Pourquoi? Probablement parce que l'étanercept, c'est le plus utilisé, le plus anciennement utilisé, et donc une durée d'exposition plus longue, et il est le plus utilisé à plus de 400 patients sous état seul, et puis aucun cas de tuberculose. Alors le registre britannique, lui, donc, dans ce papier, il s'est intéressé à la définition de la rémission. Alors, le registre britannique sort avec des informations très intéressantes. C'est que, premièrement, la majorité des AGI ont une activité persistante à 1 an. Donc, à 1 an, on a 25% uniquement d'enfants qui sont en rémission. Le reste, ils sont en faible activité, si ce n'est en activité. Deuxième chose, c'est que les critères qu'on utilise sont très discordants et très variables en matière de définition du cut-off de rémission. Et donc vous voyez ici, par exemple, si on utilise les critères de Wallace qu'on a vus tout à l'heure, qui sont les plus durs, on n'a que 21 de patients en rémission versus si on utilise JADAS 10. Et si on combine les deux, on obtient beaucoup plus de patients. La même chose pour le faible niveau d'activité. Alors, quand on combine 3 critères, on fait monter de 16, 45 à 68% de patients qu'on peut gagner en matière de faible activité. Donc, la combinaison des critères est intéressante. Un seul critère n'est pas suffisant. Et puis, pour dire qu'il faut faire très attention, être vigilant si on instaure et on prévoit une stratégie de T2T, donc avec objectif et contrôle série, il faut qu'on définisse ce qu'on veut comme rémission. Est-ce que c'est un seul critère, l'ensemble des critères, ou alors introduire l'imagerie associée à ces critères cliniques. Et puis, le registre CARA, pour la forme systémique, alors rapidement, les patients qui sont sous-biologiques versus patients non biologiques. Les patients sous-biologiques donc, sont plus aptes à passer en rémission. Et ce qui est intéressant, c'est de passer en rémission sous corticothérapie et sans changer de stratégie thérapeutique quand on les compare avec le bras corticoïde seul ou le bras méthotrexate seul. Donc l'intérêt des biologiques rapidement dans la forme systémique. Et puis cette étude est aussi très intéressante du CARA, du registre américain. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est la vraie vie et c'est de tous les jours. Donc comment les gens réagissent et agissent face à une rémission clinique. Donc ils ont montré que donc les 3/4 des patients, les 3/4 des praticiens attendent au moins 6 mois à 12 mois pour dire que le malade est en rémission. Ce n'est pas uniquement 1 ou 2 visites qui va déclarer le malade en rémission. Et puis, donc, les stratégies et les attitudes sont très variables. En tout cas, la plupart passent d'abord par la case corticoïde, métaux, puis à la suite le biologique. Et puis,
Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que la plupart des Américains et des Canadiens utilisent l'imagerie pour déclarer la rémission. Et s'ils trouvent des signes d'activité infraclinique, ils ne changent pas de stratégie thérapeutique. Ils sont très réticents à ça. Et puis, donc, pour le profil de tolérance, le registre Becker qui nous annonce que le profil de tolérance paraît correct, sauf pour le dossier où il y a un surrisque d'infection. Donc, pour la malignité, donc, il y a le registre toujours Becker. Donc, il y a un papier qui est sorti au congrès allemand, mais qui n'a pas vu encore le jour. Alors, c'est un surrisque de malignité qui a été objectivé dans ce registre, de lymphome, de leucémie et de 3 tumeurs solides. Donc 3 cancers hématologiques et 3 tumeurs solides. Et puis donc le surrisque d'infection sévère donc, est plus important dans les bras biologiques et chez les malades qui sont en activité importante. Alors, donc on arrive à la fin. Donc que peut-on retenir de cette présentation? C'est que la classification des AJI évolue d'une manière considérable. Les biothérapies ciblées sont intéressantes et doivent être personnalisées et ciblées selon l'AJI et selon ce qu'on va traiter. Est-ce que c'est la forme articulaire, la forme ophtalmo, l'atteinte ophtalmo ou l'atteinte systémique? Il faut adapter les biologiques. Et puis l'utilisation de plus en plus précoce des biothérapies avec un taux de rémission qui paraît plus important quand on instaure très précocement le traitement. Il faut les valider, ces biologiques, sur le plan de profil, mais aussi de l'efficacité sur de larges cohortes. Et puis la rémission ou le minimal disease activity est un objectif idéal, mais qui est souvent pas atteint. Et il faut être très vigilant quant à la détermination de cette rémission. On a vu qu'il y a une grande limite des critères cliniques. Et puis mieux étudier la stratégie thérapeutique en cas de rémission. Donc ça, c'est un grand challenge à suivre dans les années prochaines et aussi étudier l'impact médico-économique. Et puis, on n'oublie pas que ce sont des enfants et que probablement ils vont passer à un âge adulte avec une maladie active. Donc, il faut faciliter et accompagner la transition à l'âge adulte. Je vous remercie.